Bonsoir à toutes et à tous. Merci tout d'abord d'être présents, d'être aussi nombreux. On est vraiment ravis d'être là pour vous présenter donc cette conférence pour l'occasion de la sortie de notre ouvrage. Donc le programme, vous l'aviez. Pour vous expliquer un peu comment va se passer la conférence, on a fait le choix de faire venir pas mal d'auteurs qui ont participé à l'ouvrage, mais de faire des interventions courtes. Donc on va essayer de respecter les 10 minutes par intervention. Il n'y aura pas de questions pendant la conférence, on fera un temps de questions à la fin, en espérant qu'il nous reste un petit peu de temps, parce qu'on doit partir de l'amphi à 20h45 maximum. Donc il faut que vraiment, idéalement à 20h30, on ait terminé la conférence et se laisser 10-15 minutes de questions-réponses. Et donc nous vous remercions par avance de libérer l'amphi dès qu'on a terminé, et pour ceux qui souhaitent échanger peut-être du coup à l'extérieur, parce qu'on doit fermer en fait l'école dès la fin de la conférence. Pour ce qui est du replay, normalement la conférence est enregistrée, donc l'enregistrement est parti du coup, c'est bon. Donc normalement il y aura un replay qu'on pourra vous envoyer par la suite par mail. Vous aurez toutes les informations par mail. Donc pour vous présenter l'ouvrage très succinctement, donc l'éditeur c'est Elsevier Masson, qui est une maison d'édition scientifique assez connue dans le monde. Pour ceux qui souhaitent, qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'acheter le livre, ils vont partir, donc ils ne seront plus là à la fin de la conférence. Donc pour ceux qui souhaitent y aller avant qu'ils partent, vous pouvez y aller maintenant encore. Donc c'est un ouvrage pluridisciplinaire. Nous sommes 3 coordonnateurs, donc Dr Marie-Caroline Ploton qui est pédiatre, Marion Foubert qui est kinésithérapeute, qui est dans le Morbihan, donc ça faisait un petit peu loin pour elle, et puis en plus elle a accouché aujourd'hui pour tout vous dire, donc elle ne pouvait pas venir, et moi-même en tant qu'ostéopathe. Nous avons fait intervenir 22 co-auteurs de différentes professions et 2 préfaciers, ce qui en tout représente 12 disciplines différentes. Donc l'intérêt c'était vraiment d'avoir une pluridisciplinarité autour de l'ouvrage. L'objectif, c'était d'avoir un consensus sur le discours et la prise en charge. Le livre est basé à la fois sur la littérature scientifique internationale et sur l'expertise des auteurs, c'est-à-dire qu'on tenait à ce qu'il y ait vraiment des données qui soient fiables et qui soient appuyées sur de la littérature scientifique, et pas juste avoir des avis d'auteurs. Et il y a environ 150 photos originales dans l'ouvrage, parce qu'on voulait que ça soit imagé. Et l'intégralité des recettes est versée aux associations bébés Plagio 56 et 69 qui regroupent des professionnels formés à la prise en charge des déformations crâniennes positionnelles. Donc nous, en tant qu'auteurs, on n'a aucune recette sur les ventes des ouvrages. Voilà, pour ceux qui le liront, nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne conférence. On va commencer avec le docteur Marie-Caroline Ploton. Bonsoir. Donc moi je suis le docteur Ploton, je suis pédiatre aux urgences à Villefranche-sur-Saône et coordinatrice de cet ouvrage. C'était une belle aventure. Juste avant de commencer, qui peut juste me faire un petit signe qu'on a une idée de la composition de l'assistance? Qui est ostéopathe dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des kinés dans la salle? Et les autres, qui sont les autres? Pédiatre, puéricultrice, sage-femme, chiro, psychomote. Trop bien, on a tout le monde. Génial. Donc moi je vais faire un petit point sur la définition et l'épidémiologie des déformations crâniennes positionnelles, histoire d'harmoniser un peu le vocabulaire, qu'on parle tous de la même chose toute la soirée, et puis de faire quelques généralités. Donc, les déformations crâniennes positionnelles sont définies comme une déformation du crâne d'un nourrisson qui est non synostotique et liée à des facteurs biomécaniques externes de compression ou de traction. Alors vous trouverez dans le coin en haut à gauche, j'ai mis une illustration de crâne normal qui va rester tout le long de ma présentation. Il y en a 2 types, la plagiocéphalie positionnelle qui est une déformation asymétrique et la brachycéphalie postérieure positionnelle qui, elle, est symétrique. Donc, la plagiocéphalie positionnelle, c'est l'aplatissement d'un côté du crâne avec un plat occipito-pariétal. Là aussi, il y en a encore 2 formes, la plagiocéphalie fronto-occipitale et la plagiocéphalie occipitale. La forme fronto-occipitale, donc elle se caractérise par le méplat occipito-pariétal, mais avec une avancée de l'oreille et de l'articulation temporomandibulaire, et du coup, une avancée parfois du front et de la face homolatérale, parfois une ouverture de la fente palpébrale.
quelques photos. Il pointe comment, le pointeur? Bouton, pardon, excusez-moi. Donc on voit différentes vues, crâne vue d'au-dessus et encore vue d'au-dessus, vue par en dessous et vue de face. Donc on voit bien la symétrie du front, les deux oreilles qui sont pas, enfin elles sont dans le même plan forcément parce que c'est 2 points, mais elles sont pas dans le plan des épaules. Et même la symétrie faciale vue de face qui en résulte, hein, c'est pas juste sa petite mèche qui lui donne l'air asymétrique. La plagiocéphalie occipitale, elle, il y a un miéplat pariéto-occipital, mais la compensation de volume se fait uniquement à l'arrière, avec du coup un bombement occipito-pariétal contralatéral, et pas d'asymétrie faciale. Donc voilà des photos. Tac, 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 elles sont du même côté les trois en plus. Donc voilà. La brachycéphalie postérieure positionnelle, cette fois c'est un aplatissement postérieur du crâne avec une augmentation du diamètre bipariétal et qui est donc symétrique. Raté. On voit bien que c'est pas le même type de contrainte mécanique qui peut donner le même type, en tout cas, de situation qui peut déboucher sur, sur ces deux déformations. Bon, différentes photos avec différents niveaux de gravité. Je remercie Gianni pour les photos qui sont des photos de sa base de données. Et je tiens à préciser que je lui ai même redemandé si celle-ci ne s'était pas déformée, tellement le diamètre bipariétal me paraissait exagéré, mais c'est la vraie photo. Donc voilà, différents niveaux de gravité. On voit la compensation de volume en chignon dans les formes très sévères. Évidemment, il y a des formes combinées. Donc des formes combinées de plagiocéphalie fronto-occipitale et occipitale, avec du coup à la fois le bombement contralatéral et la symétrie frontale, bon, qui n'est pas évidente, et les oreilles qui ne sont pas tout à fait dans le même plan, et des formes combinées de BPP et de plagiocéphalie positionnelle. La photo n'est pas de nous, mais voilà, on voit à la fois l'élargissement bipariétal et le bombement occipital contralatéral. Donc voilà, pour les différentes définitions. En termes d'épidémiologie, 40% des nourrissons à peu près sont atteints par des déformations crâniennes positionnelles avec un pic d'incidence entre 2 et 6 mois. Certaines présentent dès la naissance, puis ensuite une diminution progressive de l'incidence jusqu'à une dizaine de pourcents qui persistent à l'adolescence quand même, et à l'âge adulte, parce qu'après ça évolue plus. Le sexe ratio est d'environ 60 à 65% en faveur ou plutôt en défaveur des garçons, 60 à 65% de garçons. Les facteurs d'explication, alors un premier, les garçons sont statistiquement de plus gros poids de naissance, donc avec un plus gros crâne qui sera forcément un peu plus sujet à la déformation du fait de son poids. Ils sont apparemment aussi statistiquement dans les premiers mois de vie un petit peu moins toniques, donc un peu plus sujets aux conséquences d'un petit problème moteur. Et pareil, un peu plus de forme droite, pareil, 65-60%, cette fois-ci en raison de facteurs obstétricaux à cause de la dextrorotation de l'utérus gravide. Alors, la fameuse épidémie des têtes plates. Il y a quand même une forte augmentation d'incidence depuis avant les années 90. Les quelques études qui existent sur le sujet à l'époque montrent un peu moins d'1% de déformation crânienne positionnelle, avec une augmentation jusqu'à nos 40% du jour, raté. Pourquoi j'ai choisi 1992 comme cutoff? C'est le début de la campagne Back to Sleep, de la campagne de prévention de la mort inattendue du nourrisson par couchage dorsal. Et donc, c'est ce que les détracteurs de cette campagne estiment responsable de l'épidémie de tête plate. Alors là, je voudrais insister sur notre propos. Déjà, il y a un petit facteur confondant parce qu'il y a aussi d'autres facteurs socioculturels qui se sont modifiés dans la décennie des années 90 avec beaucoup plus d'articles de puériculture, mais on va y revenir. Et surtout, voilà, je voulais insister sur notre propos dans l'ouvrage. À aucun moment, il convient de remettre en cause les conditions de couchage du nourrisson. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste à de nombreuses reprises et à chaque fois qu'on parle du sujet. Il y a quand même eu une baisse d'incidence, enfin une baisse de prévalence de 80% de la mortalité inattendue du nourrisson avec cette campagne. Et en pratique, le couchage dorsal strict au sommeil n'est pas un facteur causal en soi. N'est pas un facteur causal en soi, mais plutôt révélateur, éventuellement aggravant d'un défaut de motricité. Mais donc il faut s'attaquer au problème. Les bébés ils doivent dormir à plat sur le dos, mais ils doivent bouger le reste du temps. Et je vais laisser bien sûr la parole à Jenny qui va parler un peu plus que ça des causes des déformations crâniennes positionnelles.
Alors donc effectivement, je vais vous parler des causes des déformations crâniennes positionnelles. Et en fait, c'est un sujet en pratique qui est pas encore bien connu, en tout cas qui mériterait d'être plus connu, parce qu'on entend parfois des professionnels dire aux parents, bah, c'est normal depuis qu'on couche les bébés sur le dos, il y a des têtes plates, c'est normal. En fait, non, c'est pas normal. Faut bien comprendre qu'à partir du moment où un bébé aplatit sa tête, c'est toujours le témoin d'un problème de mobilité. C'est-à-dire c'est parce qu'il bouge pas bien que sa tête se déforme, et non pas parce qu'il est sur le dos. Un bébé qui est sur le dos et qui bouge bien, il va pas aplatir sa tête, c'est vraiment le témoin d'un problème de mobilité. Et si on creuse un peu, ce problème de mobilité, soit il est intrinsèque à l'enfant, soit il est extrinsèque à l'enfant. C'est-à-dire soit ça vient de lui-même, soit ça vient de son environnement. Donc on va détailler les deux. Intrinsèque à l'enfant, on va voir le torticolis postural et musculaire congénital et l'hyperextension, et on verra l'environnement ensuite. Donc le torticolis postural. Ici, on a deux nourrissons qui sont posés sur le dos, en posture spontanée, en virgule ou en banane, qui est une position qui est physiologique à partir du moment où le nourrisson alterne aussi bien rotation gauche et rotation droite. Aussi souvent en fréquence et aussi loin en amplitude. Alors on dit que c'est physiologique. Par contre, si l'enfant se met plus souvent d'un côté, 60, 70, 80% du temps d'un côté, on parle de posture préférentielle et donc de torticolis postural. Et ça aussi, c'est une notion qui est importante et qui est encore méconnue en pratique. C'est pas normal qu'un bébé se mette plus souvent d'un côté que de l'autre. Donc le torticolis postural est défini par la Haute Autorité de Santé comme étant une attitude préférentielle en inclinaison rotation opposée, donc comme on l'a vu sur les nourrissons d'avant. Cette posture préférentielle, elle est intermittente. C'est ce qui rend le diagnostic pas toujours évident. Il y a une limitation de la mobilité active d'un côté, comme on l'a vu. L'enfant va soit moins loin, soit moins souvent d'un côté que de l'autre. Et la principale différence par rapport au torticolis musculaire congénital qu'on verra juste après, c'est qu'il n'y a pas de limitation de la mobilisation passive. C'est-à-dire quand nous, examinateurs, on va tourner la tête de l'enfant, ça tourne, il n'y a pas de résistance. Donc il y a uniquement une limitation de la mobilité active. Et ça, c'est vraiment important de faire le diagnostic différentiel, de faire la différence entre les deux. Vous pouvez le trouver appelé dans la littérature torticolis positionnel, torticolis fonctionnel, attitude en torticolis ou encore asymétrie posturale ou posturomotrice. Ça veut globalement dire la même chose. Les causes, on pense que ça vient surtout de la posture in utero, ce que certains appellent syndrome du bébé moulé ou syndrome postural que le professeur Griffet vous présentera en fin de conférence. Et il peut aussi y avoir une origine à travers les contraintes que subit le fœtus durant l'accouchement. Le problème, c'est qu'il est souvent non diagnostiqué, donc ça nécessite un interrogatoire, un examen clinique précis, parce qu'il ne suffit pas juste de s'assurer que l'enfant tourne bien la tête des deux côtés pour écarter un torticolis postural. L'enfant peut tourner la tête des deux côtés, c'est juste qu'il va aller moins loin et moins souvent d'un côté. Donc ça demande vraiment de poser les bonnes questions aux parents. Est-ce que votre enfant tourne plus souvent la tête d'un côté que de l'autre? Et d'examiner bien comme il faut les rotations notamment de la tête. Il est très fréquent, torticolis postural, on estime à plus d'un nourrisson sur un nouveau-né sur deux, un nourrisson sur deux. Et il va être prédictif d'une plagiocéphalie du côté de la rotation. C'est-à-dire qu'un enfant qui tourne plus la tête à droite, au bout d'un moment, du fait effectivement de l'appui, il va y avoir un aplatissement du côté droit. Donc ça nécessite un diagnostic et une prise en charge précoce, que le docteur Ploton vous présentera tout à l'heure. Le torticolis musculaire congénital, maintenant. Ici, vous avez un exemple de nourrisson en torticolis musculaire congénital droit. Donc, c'est important de bien nommer le côté. Parfois, il y a des erreurs en pratique. Le TMC doit toujours être nommé du côté de l'inclinaison, c'est-à-dire du côté du muscle sternocléido-occipitomastoïdien rétracté, et pas du côté de la rotation. C'est-à-dire que cet enfant, il est incliné à droite, mais il va préférer tourner à gauche. Donc, on pourrait se dire que c'est un torticolis gauche. En fait, c'est un torticolis droit. C'est vraiment le côté de l'inclinaison, parce que c'est le côté du scom qui est rétracté. Et ce qui demande une petite gymnastique d'esprit, c'est que la plagiocéphalie va se faire du côté de la rotation, donc c'est une plagiocéphalie gauche. Donc on a un TMC droit avec probablement une plagiocéphalie gauche qui va se mettre en place, si on ne fait rien. Donc le TMC est défini par la HAS comme étant une attitude quasi permanente et fixée, c'est-à-dire que là l'enfant il ne peut pas bouger, en inclinaison et rotation opposée. Il y a une franche limitation de la mobilité active d'un côté, l'enfant il ne peut pas tourner la tête d'un côté, ou très difficilement. Et vraiment, critère important, et nous en tant que professionnels, on doit faire le diagnostic, il y a une limitation de la mobilisation passive du même côté. C'est-à-dire que quand nous, examinateurs, on va tourner la tête de l'enfant, même s'il dort, ça ne tourne pas à fond. On a une résistance plus ou moins importante, mais en tout cas, on n'a pas les 90 à 100, 110 degrés de rotation qu'on devrait avoir normalement.
Donc du coup, ça fait que le diagnostic est plus facile que le torticolis postural parce que normalement il est évident le TMC, mais voilà, faut pas passer à côté parce que la prise en charge va pas du tout être la même que pour le torticolis postural. Les origines, pour le coup, lui, contrairement au torticolis postural, je vous disais que c'était plutôt la posture in utero. Là, on pense que c'est plutôt un traumatisme à l'accouchement, il y a un facteur traumatique avec un défaut de vascularisation et une lésion anatomique au niveau du sternocléido-occipitomastoïdien. Ce qui va entraîner une fibrose cicatricielle en réaction, et le temps que cette fibrose cicatricielle se fasse, eh bien, le TMC peut apparaître parfois les premiers jours, mais plus souvent il va apparaître au 15e jour. Du coup, ça peut être assez troublant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des bébés à quelques jours de vie qui tournaient bien la tête, et puis on les revoit à un mois et ils sont bloqués. Et donc, voilà, on sait que ça arrive, que c'est comme ça. C'est le temps que la cicatrisation se fasse. Et c'est beaucoup moins fréquent que le torticolis postural, et heureusement, parce que la prise en charge est plus complexe, mais c'est quand même pas rare. 1 à 4% des nourrissons, c'est quand même relativement fréquent. Voilà, un exemple. Donc ici, c'est un TMC gauche, c'est un SCOM gauche avec une petite olive dans le SCOM, ce qui peut arriver parfois. Et là, on a un TMC droit avec un SCOM droit rétracté. Donc là, il faut bien comprendre que dans le TMC, on a une lésion anatomique. Le SCOM, il a saigné, il est lésé, donc il faut le temps qu'il se cicatrise. Et voilà ce que ça donne chez un enfant plus grand quand ça n'a pas été pris en charge. Là, l'enfant est verticalisé et il est toujours dans son inclinaison. Donc ça, c'est un problème parce que ça veut dire que ça n'a pas été pris en charge avant la verticalisation. Là encore, comme pour le torticolis postural, c'est prédictif d'une plagiocéphalie, mais d'autant plus rapidement, puisque l'enfant est bloqué dans cette position, et ça va se faire en général du côté de la rotation là aussi. Donc ça demande un diagnostic et une prise en charge précoce. Très précoce, d'autant plus précoce que le torticolis postural. Voilà, donc on a vu torticolis postural musculaire congénital. Du fait que ce sont des postures asymétriques, ça va amener plutôt de la plagiocéphalie. L'hyperextension, on est encore sur un problème de mobilité de l'enfant intrinsèque à lui-même, mais là ça va être plutôt prédictif de brachycéphalie. Alors déjà, pour comprendre ce qu'est l'hyperextension, il faut comprendre que la position physiologique d'un bébé, c'est d'être en flexion, en enroulement, en syphose, comme on le voit sur ce bébé ici. Et l'hyperextension, ça va être plutôt ces positions-là. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va amener sa tête en arrière et tendre ses jambes. Ça doit faire rechercher un reflux gastro-œsophagien, donc pour les pédiatres ou médecins qui sont dans la salle, c'est très typique, l'hyperextension, c'est un des signes typiques du RGO. Elle est peu diagnostiquée, cette hyperextension en pratique, et elle va être plutôt prédictive de brachycéphalie, puisque ça va entraîner notamment ce que Claudine Amiel-Tison appelait la position les bras en chandelier. Donc c'est des bébés qui vont souvent dormir vraiment comme ceci, avec cette posture fixée. Alors c'est pas grave si l'enfant dort comme ça de temps en temps, mais un bébé, même dans son sommeil, il doit être capable de tourner la tête. Le problème, quand ils sont dans une hyperextension fixe, ils ne vont pas tourner, et ils vont rester comme ça. Et donc si l'enfant il dort pendant 3 mois comme ça, à 3 mois, ça va faire ça, ça va donner ça. 3 mois, ou même 2, ou 4, ça dépend des enfants. Mais parfois ça peut donner des positions un peu exagérées comme ça. Donc là, c'est position de sommeil vraiment en hyperextension. C'est des parents aussi qui peuvent dire que dans les bras, ils ne sont pas confortables et ils vont se jeter en arrière. Ça, c'est vraiment un signe d'hyperextension. Et les parents aussi vont nous dire que sur le ventre, leur enfant n'est pas confortable parce qu'ils n'arrivent pas à regrouper les coudes sous le thorax. Il manque d'enroulement au niveau de la ceinture scapulaire, ils sont en extension et du coup, ils ne sont pas confortables sur le ventre. C'est aussi un problème parce que la position ventrale, c'est important dans le développement psychomoteur de l'enfant. Donc on a vu les problèmes de mobilité intrinsèques à l'enfant. Donc les torticolis, 2 types de torticolis et l'hyperextension. Il y a aussi le problème de mobilité qui peut être en lien avec l'environnement de l'enfant. C'est-à-dire quand l'environnement de l'enfant va contribuer à limiter sa motricité et ça va favoriser une déformation crânienne positionnelle. Donc là je vais moins rentrer dans le détail puisque Julia Adouard le fera à la fin au cours de la conférence. Mais quand même, pour vous expliquer en quoi ça consiste, c'est tout ce qui va être la surutilisation du matériel de puériculture. Donc, trop de transat, trop de cosy, trop de cocon, etc. Les stimulations trop souvent d'un côté, les lumières, les jouets qui sont trop souvent d'un côté, le biberon qui est donné toujours du même côté, le manque de portage, le manque de temps d'éveil sur le ventre et sur les côtés, tout ça peut contribuer à amener un défaut de mobilité, un défaut de motricité spontanée du nourrisson et donc favoriser une déformation crânienne positionnelle. D'où l'intérêt des conseils, des conseils aux parents dont elle vous parlera tout à l'heure. Donc pour résumer tout ce que je viens de vous dire, une déformation crânienne positionnelle est le témoin d'un problème de mobilité de l'enfant, soit intrinsèque à l'enfant, soit extrinsèque qui vient de son environnement. En pratique,
il doit y avoir un diagnostic précoce du problème de mobilité, puisque c'est toujours le problème de mobilité qui va précéder la déformation crânienne. Donner des conseils adaptés aux parents en prévention et pour accompagner le traitement, on verra tout à l'heure. Et une prise en charge précoce, kiné-ostéo, mais le docteur Ploton vous le dira plus en détail tout à l'heure, dès le diagnostic du défaut de mobilité, idéalement, ou de la DCP. Je vous remercie pour votre attention. On va laisser la parole au professeur Federico Di Rocco qui va lui nous parler du diagnostic différentiel entre la déformation positionnelle et la crâniosynostose. Merci. Donc merci au coordonnateur de cet ouvrage de nous avoir invités. Donc nous sommes deux neurochirurgiens et on va se partager le travail pour remettre un peu aussi l'aspect après diagnostic différentiel, prise en charge. Et donc là, on va parler surtout du diagnostic différentiel qui évidemment est la hantise de tout clinicien, c'est-à-dire la peur de passer à côté d'un vrai problème lié à la croissance intrinsèque de l'os, lié à une crâniosténose. Donc tout simplement, donc, je ne suis pas rentré évidemment parce qu'on a très peu de temps, donc on ne va pas pouvoir parler des crâniosténoses en général, ni tout ça, vous verrez éventuellement dans l'ouvrage. Mais en tout cas, globalement, pour une croissance crânienne normale, il faut qu'il y ait un cerveau qui grandisse de façon normale. Donc le moteur de la croissance réelle est le cerveau en dessous. Donc si le cerveau est atrophique, il y aura des déformations qui vont s'installer parce que le crâne ne va pas grandir. Et puis après, il faut, on l'a vu, une absence d'anomalies extrinsèques ou motrices à l'extérieur. Et puis bien sûr, entre les deux, il faut que le crâne puisse bien grandir d'un point de vue du métabolisme phosphocalcique, d'un point de vue des sutures. Et donc dans certains cas, donc dans 1% des cas, on peut retrouver des anomalies de croissance liées à l'anomalie structurelle, soit au niveau métabolique, soit proprement parler de la synostose, et donc avoir une crâniosténose qui va donc entraîner un type de déformation. Donc d'un point de vue pratique, quand on regarde les chiffres, donc vous l'avez vu, ça c'est des enfants à qui on a fait un scanner parce qu'ils venaient aux urgences pour un traumatisme crânien, et quand on regardait tout venant, chez les enfants de moins de 12 mois, 30% des cas avaient une asymétrie du crâne positionnel. Donc vous voyez qu'on est, encore une fois, vous l'avez vu dans la première présentation, l'épidémiologie, c'est quelque chose de fréquent. Et le problème, c'est de trouver là-dedans la petite goutte de la crâniosténose qui potentiellement va être beaucoup plus rare. Donc globalement, si on prend les déformations, ça va être 1% de ces déformations. Donc en fonction du nombre de patients que vous allez avoir, vous aurez plus ou moins fréquemment ce type de problème, ce type de diagnostic. Et donc il faut faire bien sûr attention à éviter de passer à côté. Donc ça, c'est un exemple typique de l'enfant qui va venir adresser au neurochirurgien parce que la déformation est installée. On essaie de faire de la kiné, on essaie de faire de l'ostéo, on essaie d'expliquer aux parents les conseils de posture dont on a parlé, la motricité, et pourtant les choses s'aggravent, on ne comprend pas très bien pourquoi. Et bien c'est tout simplement parce qu'il y a une synostose. Donc la déformation est liée à l'anomalie de croissance, et là il y a le traitement va être chirurgical. On ne pourra pas faire malheureusement l'impasse d'une chirurgie si on veut corriger cette asymétrie qui va continuer en s'aggravant. Et le problème, du coup, c'est qu'on les opère justement vers 7-9 mois de vie, et que donc, du coup, s'il y a un retard dans l'adressage de ces patients, on se retrouve avec une perte de chance, puisqu'il va arriver un moment où parfois l'enfant va être vu trop tard. Et donc nous, nos gros problèmes qu'on a en dernier recours, parce qu'évidemment, vous avez vu les recommandations de l'HS avec une prise en charge qui va être plutôt de médecine, de physique, de positionnement, etc. Recours aux médecins spécialisés du centre de référence en cas d'échec de ces mesures. Je pense que Gianni va en parler tout à l'heure. Mais après, si ce recours est effectué trop tard, on va se retrouver avec le problème de la perte de chance pour l'enfant, puisque le diagnostic n'a pas été posé à temps pour qu'on puisse proposer une chirurgie, ou bien de temps en temps, parce qu'on tente d'éviter l'orthèse, et puis on se retrouve avec des enfants qui arrivent à 12 mois de vie avec une déformation qui est installée, qui n'a pas répondu, et là encore, on sait que le traitement par orthèse ne va plus être efficace parce que l'enfant va être trop grand. Et donc vraiment les deux problèmes, donc, je pense que M. Motelet se reparlera plus en détail après de l'orthèse, mais pour nous, c'est ce retard d'adressage des patients, et donc là encore, l'importance de faire ce diagnostic de synostose au bon moment dans le monitoring. Donc c'est vraiment le message clé
de la présentation, qu'on m'a demandé encore une fois d'être brève, donc ce que vous avez compris. Donc il faut toujours avoir cette arrière-pensée, c'est notre hantise en tant que spécialiste, quand l'enfant rentre, est-ce que c'est vraiment une plagio-positionnelle ou est-ce qu'on ne serait pas en train de passer à côté d'un problème structurel, parce que là, du coup, il ne faut pas qu'on loupe le coche du traitement chirurgical, du bon créneau chirurgical. Donc il faut toujours penser à ce diagnostic. Donc évidemment, après, vous connaissez le principe de la déformation. Donc on va avoir une déformation qui va avoir des formes différentes cliniquement si elle est synostotique ou s'il est positionnel. Donc avec des atteintes qui vont perdre le parallélisme, vous l'avez vu tout à l'heure dans ces images, du déplacement. Donc on va voir dans les atteintes coronales et dans les atteintes lambdoïdes un rétrécissement de l'hémicrâne, donc qui est assez visible. Et puis l'autre élément qui est très important, c'est aussi la hauteur des oreilles qui va être tiré vers le bas dans la cas d'atteinte synostotique. Donc généralement, l'examen clinique va vous permettre de vraiment vous rendre compte de la situation. Le problème, c'est que ça, c'est les schémas caractéristiques caricaturaux, et puis vous avez évidemment des combinaisons, puisque l'enfant qui a une atteinte synostotique, par définition, va avoir les limitations de mouvement dont on vient de parler, qui vont entraîner elles aussi des déformations positionnelles, qui vont se surajouter, et donc vont mélanger l'aspect, et que du coup, on va se retrouver avec des figures qui ne vont pas forcément être aussi claires que celles des livres et celles des schémas qu'on peut vous présenter. En tout cas, encore une fois, le message, toujours avoir cette arrière-pensée de la crâniosténose, être sûr de ne pas passer à côté, et au moindre doute, un avis spécialisé. Nous, on préfère voir les enfants, entre guillemets, pour rien, plutôt que nous retrouver avec un enfant qui arrive, comme c'est encore malheureusement souvent le cas, à 14 mois, puis après échec de la prise en charge, sauf qu'à 14 mois, il n'y a plus grand-chose qu'on puisse proposer. Quand il y a une crâniosténose, on arrive tard, et du coup les parents après ils se renseignent, ils voient que l'âge idéal de la prise en charge étant de 7 à 8 mois, pourquoi on m'a envoyé voir quelqu'un à 14? Et puis quand on leur dit c'est trop tard pour l'orthèse puisqu'il est trop vieux, là aussi c'est la frustration de la part des parents vis-à-vis du diagnostic qui manquait. Et donc du coup après je ne peux que vous renvoyer, comme l'a déjà fait Gianni, aux recommandations de l'HAS qui prévoit bien le parcours idéal du patient avec le recours aux médecins spécialisés des centres de référence, et donc il y en a un peu partout en France, donc dans la plupart des CHU, pour vous aider, pour confirmer le diagnostic et vous aider dans la prise en charge de ces enfants. Merci. Alors déjà, les objectifs, pourquoi est-ce qu'on cherche à évaluer les déformations crâniennes? Eh bien, tout d'abord, ça permet de confirmer déjà le diagnostic qui a été fait dans un premier temps visuellement. Et les outils permettent également de pouvoir quantifier et qualifier ces déformations et donc de pouvoir donner un stade. Puisqu'on n'a pas encore parlé des différents stades, mais dans les déformations, on peut avoir des stades qui sont légers, modérés ou sévères. Et donc, à quoi ça sert de qualifier, de quantifier ces déformations? Eh bien, c'est de pouvoir élaborer des comités à tenir. Donc, à qui on renvoie en fonction de quel stade ces enfants. Donc ça, c'est la première chose déjà, la première question à se poser. Et puis, une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on a donné le stade de déformation, eh ben, qu'est-ce qu'on va en faire de ces enfants-là? Il va falloir les suivre. Est-ce que ces déformations vont s'améliorer? Est-ce qu'elles vont stagner? Est-ce qu'elles vont régresser? Et donc, comment est-ce qu'on va adapter nos pratiques? Et ça, il va falloir le faire grâce à des outils de mesure spécifiques. Donc on va avoir plusieurs méthodes d'évaluation. Les premières méthodes sont des méthodes qualitatives, c'est-à-dire que c'est des méthodes qui vont avoir des données catégorielles où on va pouvoir dire est-ce qu'il y a présence ou non d'un signe. Mais on va surtout utiliser ces outils-là pour poser un stade et pour pouvoir faire un diagnostic. On ne va pas être capable de pouvoir dire l'évolution intrastade, c'est-à-dire que c'est vraiment ces échelles-là, on va pouvoir dire si l'enfant passe d'un stade par exemple sévère à modéré, mais sur les variabilités intrastades, on n'aura pas de données. Donc c'est des échelles, enfin des outils qui ne sont pas très précis. Et puis pour le suivi en tout cas, et puis on va avoir des méthodes d'évaluation qui sont quantitatives, donc on est sur des valeurs numériques qui vont permettre non seulement de poser un diagnostic, mais aussi de pouvoir faire un suivi très très précis, même dans le cadre d'un même stade de déformation. Et puis les données quantitatives, elles permettent aussi de faire de la recherche, d'évaluer tout un tas de choses. On peut faire des moyennes et des suivis au long terme. Donc c'est des méthodes qui sont quand même beaucoup plus précises. Donc dans les outils qualitatifs, on va en retenir deux ce soir. C'est la classification d'Argenta, qui est une classification qui est reconnue. Les photographies,
celle-ci, on n'en reparlera pas trop parce que c'est des méthodes qui sont très subjectives, qui sont peu reproductibles. Alors maintenant, on a certains appareils smartphones qui font des prises de mesure en même temps que les photos, mais ce n'est pas très utilisé. Dans les outils quantitatifs, on va avoir les craniomètres, la plagiocéphaliométrie, le scanner optique, et puis on va pouvoir faire une utilisation combinée, notamment avec la CHOA, qui est une échelle qui permet de déterminer des données qualitatives, donc visuelles, et puis de la prise de mesure, donc quantitative. Et cette échelle est la seule qui permet d'établir des conduites à tenir et des recommandations de bonne pratique, qui a été validée internationalement. Donc, quels que soient les outils qu'on va utiliser, d'un point de vue quantitatif, il y a plusieurs choses à évaluer. Tout d'abord, l'indice céphalique, qui permet, lui, de faire le diagnostic de brachycéphalie et d'olicocéphalie. Donc, en fait, on mesure la largeur sur la profondeur fois 100, ça nous donne un indice. Et en fonction de l'indice, eh ben, on va pouvoir déterminer le type de déformation. Ensuite, pour tout ce qui va être plagiocéphalie, on va avoir les mesures des diagonales à effectuer. Et donc, on va faire une différence droite-gauche. Et on va aussi mesurer un indice. Donc, cet indice qu'on appelle le CVAI, qui va être reportable dans l'échelle CHOA. On va mesurer la grande diagonale moins la petite diagonale sur la grande diagonale fois 100, ce qui va nous donner un indice à répertorier dans la classification. Donc là, le premier outil, donc la première échelle, c'est l'échelle d'Argentin, hein, qui a une échelle, donc je vous ai dit, qui a été validée et qui a une bonne reproductibilité. Il y a 5 stades de plagiocéphalie, donc léger, dans les légers, moyens et sévères. Et puis, pour la déformation, pour la brachycéphalie, on va avoir 3 stades. Ce qu'il faut retenir sur la classification d'Argentin, c'est que visuellement, ce qui va poser problème chez les bébés, ça va être vraiment la symétrie faciale et l'élévation du lambda. C'est vraiment ça qui pose problème. Et dès qu'on a ça, on est de toute façon sur une déformation sévère. Pour la brachycéphalie, on va être dans le stade sévère à partir du moment où il y a un élargissement de la partie antérieure du crâne, et puis également l'élévation du lambda. Donc c'est vraiment ça, dès que vous avez ça chez des enfants, il faut référer au centre de référence compétent. Donc ça, on est uniquement sur du visuel, donc on a posé un diagnostic, on a posé un stade, est-ce qu'on a besoin de renvoyer ou pas au centre de référence? Ensuite, pour les mesures quantitatif cette fois, donc numérique, on va avoir les compas à calibrer, donc c'est les craniomètres. Donc ici, je vous ai mis en photo, vous en avez plusieurs types. Vous avez des compas qui vont être électroniques, le Mimos là qui est en plastique, donc c'est le Baby Skull, le Mimos qui est en plastique, et puis on en a aussi en carton, donc vous en trouvez plusieurs types. Ça permet d'avoir une évaluation millimétrique sur la prise de mesure, donc c'est très très précis. Et ces outils-là ont montré une très très bonne reproductibilité lors des validations d'outils intra- et inter-examinateurs. Autre craniomètre, c'est un pied à coulisses, qui a été créé d'ailleurs par Alexis Guéry qui a coécrit ce chapitre. Chacun ont leurs avantages, leurs inconvénients, vous pouvez tout retrouver dans le chapitre. Voilà, donc vous avez plusieurs, et ça fait exactement les mêmes choses et les mêmes mesures. Voilà. Donc l'avantage des craniomètres, c'est que c'est vraiment simple d'utilisation et c'est très très rapide. Il suffit d'en acheter un, puis après on le garde toute sa vie professionnelle pour pouvoir faire les mesures. Certains craniomètres sont utilisés avec des bandeaux. C'est le cas notamment du Mimos. Mais globalement, on pourrait utiliser les bandeaux également pour le Baby Skull ou même pour le pied à coulisses. Moi, par exemple, j'utilise toujours le bandeau. Au début, je ne le faisais pas. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais une meilleure productibilité avec le bandeau. On prend bien le temps de placer le bandeau au départ. Et puis, il y a des petites croix, des petits points. Et on retrouve une évolution qui est beaucoup plus harmonieuse et plus cohérente. Autre outil de mesure, c'est la plagiocéphalométrie. Donc, c'est des bandes de thermoformables. Ça a été pendant très longtemps énormément utilisé par les kinésithérapeutes. Ça l'est de moins en moins parce que il faut avoir le matériel nécessaire. Il faut se réapprovisionner à chaque fois en matériel et puis ça prend beaucoup plus de temps. Donc on fait chauffer la bande, on met autour de la tête du bébé. Donc il faut que le bébé ne bouge pas, il faut appuyer fort.
Et ensuite, on prend la bande qu'on place sur une feuille et on fait les tracés et les mesures sur la feuille. Donc, en fonction de la profession que vous faites, bah, ça peut prendre du temps. En tout cas, il faut pouvoir évaluer ce temps supplémentaire lors de la consultation et ce n'est pas forcément facile. Donc, c'est de moins en moins utilisé versus les craniomètres, en tout cas pour les données quantitatives. Ensuite, on va voir le scanner optique 3D. Donc ça, c'est utilisé par les prothésistes, les orthoprothésistes, qui vont en fait mettre une petite cagoule avec des capteurs sur la cagoule. Et puis, avec une caméra optique, ils vont faire une consultation 3D du crâne de l'enfant. Et de la même façon, ils vont aussi pouvoir faire une prise de mesure voilà, numériquement, donc c'est transformé numériquement, et puis ils peuvent faire toutes leurs mesures et adapter les orthèses directement sur quelque chose de volumique. Donc là, c'est une petite vidéo de la prise de la capture 3D. Et donc après, voilà, ça permet de faire, de modeler l'orthèse adaptée à l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est que donc sur les données qualitatives, donc je vous ai dit de toute façon, si c'est sévère, il faut renvoyer au centre de référence. On considère, sur les données quantitatives, on considère que c'est sévère, que la déformation est sévère pour l'indice céphalique si c'est supérieur à 100. Et pour le CVAI, donc sur la symétrie, sur la plagiocéphalie, au-dessus de 8,75. Donc, qualitativement, on a dit pour l'élévation du lambda, la symétrie de la face, ou l'élargissement antérieur et l'élévation de lambda. Et au niveau quantitatif, si vous faites des mesures quantitatives, c'est IC supérieur à 100 et CVAI supérieur à 8,75. Donc la CHEA, vous l'avez ici. Hop. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'on va avoir les données cliniques, ici, les données numériques, et puis les recommandations. Et ce qu'on peut donc voir, c'est que de toute façon, à partir de sévère, on se pose la question de savoir s'il faut mettre une orthèse. Et pour les modérés, alors ici dans la classification, il parle de repositionnement et puis on se pose la question de l'orthèse. Mais comme vous le verrez après, on prend plein de choses en compte dans la déformation, pas que la mesure. Donc pour les déformations modérées, ça évalue avec d'autres choses. Ici, c'est la petite fiche de l'association que vous pouvez imprimer directement sur le site de l'association qui permet de répertorier les mesures prises et donc de suivre l'évolution des déformations. En général, moi, ça, je note, je mets dans le carnet de santé. Et puis comme ça, quand les parents vont voir leur médecin ou dans les centres de référence, il y a déjà une prise de mesure qui a été faite. Donc, qu'est-ce qu'on doit en retenir? C'est que déjà, il faut identifier l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on veut évaluer? Est-ce qu'on veut évaluer juste pour poser un diagnostic? Et à ce moment-là, des échelles visuelles comme Argenta suffit. Notamment, je pense aux médecins généralistes, aux pédiatres, qui ne vont pas forcément suivre sur le long cours l'évolution et en tout cas participer activement à la prise en charge. Et donc ça, c'est un outil qui est très, très facile d'utilisation, pratique, c'est visuel. Et déjà, on peut savoir ce qu'on fait du bébé. Ensuite, il faut choisir l'outil adapté à sa pratique. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en cabinet, notamment, il y a beaucoup d'ostéopathes ici, vaut mieux prendre un craniomètre, ça va plus vite. Mais les orthoprothésistes ont besoin, par exemple, du scanner optique. Et puis, la plagiocéphalométrie peut être utilisée, mais encore une fois, ça demande quand même beaucoup plus de temps et de matériel, donc c'est de moins en moins utilisé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut travailler la reproductibilité du geste. C'est-à-dire qu'au début, quand vous commencez à utiliser un outil, quel que soit l'outil que vous utilisez, notamment l'outil quantitatif, peu importe. Par contre, il faut l'utiliser tout le temps, régulièrement. Et au début, entraînez-vous vraiment, même sur des bébés qui n'ont pas de déformation crânienne, parce qu'on sait que c'est dans les études qu'on a faites, c'est vraiment l'habituation à l'outil et la reproductibilité du geste qui va augmenter la performance. Et puis encore une fois, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la mesure isolée, elle ne permet pas à elle seule d'établir l'axe thérapeutique. Donc on va avoir la mesure et tout un tas de choses derrière, notamment, comme disait Michel, c'est la motricité, la mobilité, la posture et d'autres points à prendre en compte. Voilà.
Je vais reprendre la parole pour vous présenter des très grandes lignes des principes de prise en charge et faire un petit focus sur la place du médecin dans cette prise en charge, du médecin traitant de l'enfant spécifiquement. Alors, à la limite, je pourrais m'arrêter après cette diapo si on n'avait pas le temps. C'est-à-dire qu'il y a 4 axes à la prise en charge des déformations crâniennes: la prévention, le dépistage, et après, il faut travailler sur la restauration du mouvement et la correction de la forme. Je vais détailler un peu quand même, mais il faut vraiment se souvenir qu'on essaye de faire ces 4 choses pour chaque enfant. En termes de prévention, on commence par la prévention primaire. La prévention primaire, c'est avant le problème, comment faire pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça commence bien entendu pendant la grossesse, il y a des axes sur lesquels on peut travailler pendant la grossesse. Essayer de conserver la mobilité de la femme enceinte, travailler sur les petits mots de la grossesse, travailler sur des activités adaptées si elle en a besoin, essayer de faire en sorte que la femme enceinte puisse bouger, repérer les facteurs de risque, anticiper les situations où il pourrait y avoir un problème. La gémellité, le siège, l'oligoamnios, l'alitement. Il faut se dire que peut-être ces bébés-là auront besoin d'un peu plus de vigilance. Et profiter du temps de la grossesse pour faire passer des messages d'information sur l'existence des déformations crâniennes et la prévention des déformations crâniennes. Les parents sont réceptifs, ils voient des professionnels de santé tout le temps, on a l'occasion. Ensuite, après la naissance, en prévention primaire, il y a des grands principes. Alors des principes qui s'appliquent à toutes les situations concernant les modalités d'alimentation. Donc l'allaitement maternel, bien entendu, alors à privilégier pour tous ses bénéfices, mais dans le cadre des DCP, sur les bénéfices en termes de positionnement de l'enfant et les structures crânio-faciales qui sont en jeu dans la succion. L'alternance des bras quand on donne le biberon. Il faut bien entendu recommander le portage physiologique. Au minimum, éduquer les parents sur le portage à bras et bien entendu les encourager à pratiquer le portage avec moyen de portage s'ils en ont le besoin, l'envie. Et informer les parents sur le matériel de puériculture qui peut être au mieux sans intérêt, parfois dangereux et dans tous les cas très cher. Chez l'enfant qui dort, il faut proposer quelques informations sur la position de sommeil. En sécurité avant tout, à plat sur le dos, un lit ferme, rien dans le lit, en turbulette. Et puis rappeler quand même qu'il faut proposer à l'enfant qui ne le fait pas tout seul une alternance des côtés, alors soit et ou alternance de la tête et ou de la position dans le lit, tête aux pieds, pied à tête. Chez l'enfant réveillé, il faut proposer des stimulations variées, apprendre aux parents à mettre un bébé sur le ventre, c'est-à-dire leur rappeler qu'on ne le retourne pas comme une crêpe, mais leur montrer comment enrouler leur nouveau-né, même pour l'échange, leur donner des pistes pour favoriser l'enroulement lors d'échanges. Il y a plein de choses qu'on peut faire et bien sûr encourager les interactions parents-enfants quand on s'occupe, quand on joue avec son bébé par terre à côté de lui, ça se passe souvent un petit peu mieux. Le dépistage, je vais être rapide parce que finalement ça découle de tout ce qu'on a dit auparavant. Il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un problème de motricité chez cet enfant? Dépister, aller à la recherche du torticolis, surtout le torticolis postural, aller à la recherche de l'hypo et de l'hypertonie et examiner le crâne des enfants. Je vais y revenir un peu après, mais il faut regarder le crâne des enfants. Et une fois que la déformation est installée, le traitement repose donc sur les 2 principes qu'on a précités, corriger la forme et restaurer le mouvement. Donc on fait de la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'une fois que le trouble est installé, on essaye d'en limiter déjà l'aggravation. Donc pour restaurer le mouvement, on continue tout ce qu'on a dit en prévention primaire. Et pour corriger la forme, on donne en plus des conseils de repositionnement aux parents, essayer de proposer des pistes pour qu'ils puissent fournir l'effort quotidien nécessaire pour la prise en charge de leur enfant, parce que c'est quand même avant tout les parents le premier acteur de la prise en charge, mais je laisserai la parole à Julia, je pense, sur ce sujet. Et après, on a recours à des professionnels. Alors là, le mot-clé, c'est pluridisciplinarité. Je ne vais pas détailler à fond le rôle de chaque professionnel, parce que je pense que déjà, c'est à peu près la moitié du volume de l'ouvrage, donc 10 minutes n'y suffiront pas. Il y a un espèce de quatuor de tête avec le médecin, le kiné, l'ostéopathe et le médecin du centre de référence de l'orthèse, qui sont plus souvent sollicités. Moi, je reviendrai sur le rôle du médecin, et puis on a déjà une petite idée du rôle du kiné après l'intervention de Madame Forestier, et puis les autres professions pourront s'exprimer. Et je voulais aussi insister sur le rôle que peuvent avoir chaque profession. Alors j'espère quand même que j'ai oublié personne qui est dans la salle. Je crois qu'on est bien. Tout le monde a son moment et sa place en fait. Alors il y a les professions qui sont, il y en a qui sont citées par la HAS, d'autres qu'on a choisi de détailler dans l'ouvrage parce qu'elles sont pas citées mais qu'elles nous ont paru importantes.
Il y a des choses qui sont plus évidentes que d'autres, la place de la sage-femme en prénatal et en postnatal. En plus, la sage-femme, elle va au domicile, c'est hyper intéressant. La place des puéricultrices qui peuvent intervenir à la maternité, à la PMI, à la crèche, à l'hôpital, à domicile aussi, avec la PMI. Enfin, il y a tellement d'endroits, donc c'est hyper important. On parle pas assez de l'assistante maternelle, mais quand même, à la fin du congé mat, c'est juste là-bas qu'habite l'enfant, donc il faut bien entendu l'impliquer dans la prise en charge. Il y en a qui sont plus évidents. On a fait un petit point sur la consultante en lactation qui peut quand même être un atout pour, on dit encourager l'allaitement, mais bon, il faut savoir faire ou savoir vers qui envoyer. Et puis, d'autres professions, ça paraît un peu moins évident. Alors la TISF, ça rentrait pas dans la case, c'est les travailleuses d'insertion sociale et familiale. C'est une profession un petit peu méconnue, mais qui, elles peuvent intervenir, les TISF, je sais pas, chez cette maman de triplé qui arrive juste pas à faire du portage à bras de 3 enfants en même temps pour la soulager un petit peu et rendre un peu de mouvement. Parfois aussi dans les situations un peu plus compliquées, un peu intriquées, où finalement il faudrait recréer du lien dans une situation de dépression du postpartum pour que l'enfant soit plus stimulé. On peut faire intervenir d'autres professions. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse. La place du médecin dans tout ça, elle est déjà actuellement elle est insuffisante en fait. C'est-à-dire que les médecins sont insuffisamment formés à dépister, à diagnostiquer, au diagnostic différentiel, pas assez impliqués. Donc déjà voilà, il faut se mouiller un peu la chemise. Et le premier rôle, c'est le dépistage, c'est-à-dire que dans les 2 premières années de vie, les enfants ils sont toujours fourrés chez leur pédiatre. Entre les 20 visites obligatoires avant 6 ans, il y en a quand même 8 avant 6 mois, et toutes les fois où ils sont malades, on a quand même l'occasion de les voir. Et donc il faut faire le dépistage, quoi. Il faut regarder le crâne des enfants, assis, debout, couché, vu d'en haut, vu d'en dessous, à chaque fois, à peu près comme les hanches, quoi. Évidemment, il y a le rôle du diagnostic différentiel, alors avec la craniosynostose, et puis le diagnostic, il faut être sûr que la DCP elle est isolée, le diagnostic d'une pathologie associée éventuellement, est-ce qu'il a une DCP parce qu'il a une grande hypertonie dans le cadre d'une maladie neurologique, c'est à nous de nous poser ces questions-là. Personne d'autre va le faire si nous on le fait pas. Et voilà, principalement. Et après, le médecin, il faut qu'il annonce le diagnostic. Alors je le dis, on en sourit, mais en fait, on regarde le crâne, il n'est pas symétrique, on va donner plein de conseils, envoyer chez le kiné, etc. Il faut juste commencer par dire aux parents, votre enfant n'a pas le crâne symétrique. Parce que si on ne le fait pas, soit le parent, il a remarqué, on dit rien, on passe un peu pour un banquignol, soit le parent, il n'a pas remarqué, on dit rien, il le sait toujours pas, et on n'avance pas dans la prise en charge de l'enfant, parce que là, les conseils qu'on va donner, ils rentrent par une oreille, ils ressortent par l'autre. Soit il n'a pas remarqué, soit il a remarqué, on dit rien. Non, j'ai fait tous les cas de figure. Excusez-moi, je m'enflamme. Voilà. Bon, après, il y a évidemment tout ce qui est éducation, prévention primaire et secondaire. Moi, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant. Et puis, le médecin oriente le patient, il va prescrire la kiné, recommander d'aller voir l'ostéopathe, orienter dans plein de cas de figure vers les autres professionnels qu'on a pu voir précédemment, faire une fiche mémo pour l'ASMAT. Et donc là, j'ai fait une petite fiche carrée, comme on les aime bien. Globalement, s'il y a un trouble de motricité, un torticolis postural, si la motricité elle n'est pas symétrique dans toutes les amplitudes attendues pour l'âge, on adresse tout de suite. Kiné tout de suite, à la visite des 15 jours, à la visite des 1 mois si ça n'a pas été fait avant. La tête, elle n'est pas encore aplatie, c'est le moment. Si la DCP s'installe et puis on a mis en place des mesures posturales, on a fait des choses et puis ça ne s'améliore pas, ou ça s'aggrave, ou même ça persiste, il faut absolument envoyer l'enfant chez le kiné et ou l'ostéo très vite. Il faut que ce soit fait avant 3 mois, pour plein de raisons. Parce qu'il y a plein de choses à rattraper sur le plan moteur, et aussi pour des raisons beaucoup plus pragmatiques. 3 mois, c'est la durée du congé mat. C'est quand même beaucoup plus facile d'emmener son enfant chez le kiné 2 fois par semaine quand on est en congé mat. Et enfin, s'il y a une déformation faciale qui persiste, une déformation crânienne sévère, si on est dans les stades de sévérité que Paola a décrit juste avant, il faut adresser tôt vers les centres de référence. Je pense qu'on l'avait déjà compris avant. Il faut commencer à se poser la question à la visite des 4 mois, le faire à la visite des 5 mois. Parce qu'après, de toute façon, les enfants, on les voit une dernière fois à 6 mois, on les perd de vue jusqu'à 9 mois. C'est presque trop tard après. C'est dommage, il faut vraiment se poser les questions tôt. En plus, souvent, les parents tombent des nues. C'est une consultation qui n'est pas forcément longue et qui n'est pas forcément courte et facile. Donc, il faut se poser la question. Dernière petite considération sur le rôle du médecin, il faut qu'on garde en tête quand même que la parole médicale a du poids pour les patients, donc tout ce qu'on va leur dire va appuyer ce que vont dire les autres professionnels. C'est un fait, il faut donc accepter que ça nous donne une responsabilité morale à ce sujet, il faut être formé sur certains sujets, ça fait partie du boulot.
Et petit aparté, il faut garder en tête que la déformation crânienne peut être un point d'appel alors de difficultés psychologiques chez les parents ou de carences affectives. Clairement, il faut penser à aller chercher ces enfants-là. Si on peut entrer dans la protection de l'enfance parce qu'on a dépisté des situations compliquées tôt, c'est mieux de le faire par la plagiocéphalie que plus tard. Et il faut aussi penser aux situations sociales plus compliquées où on va être le seul intervenant finalement parce qu'on est remboursé par la Sécu, les visites elles sont prises en charge. L'ostéo ça peut être très cher, le trajet pour aller au centre de référence qui peut être à l'autre bout de la région c'est pas forcément facile, le casque il n'est pas remboursé. Donc les patients qui sont dans des situations plus précaires, c'est là qu'il faut encore plus mouiller la chemise pour eux parce que parfois on n'a pas d'autres intervenants. Et voilà. Donc, je vais passer la parole à Julie Adouard qui va nous présenter la place des parents dans la prise en charge. Alors, ce qui va être important, c'est que la prévention auprès des parents, elle se fasse dès la naissance. Les parents, ils doivent savoir qu'à l'éveil, leur nouveau-né, il doit être capable de tourner la tête, aussi bien à droite qu'à gauche, en rotation complète. Donc, c'est-à-dire la joue du bébé qui vient se poser vraiment sur le matelas, et il doit pouvoir rester confortablement dans cette position. Si on a un bébé qui tourne complètement sa tête à droite, mais qui revient tout de suite en rotation gauche, ça ne va pas être normal. Donc les parents, ils doivent être sensibilisés à ça. Et on va vraiment les encourager à utiliser des stimulations sensorielles adaptées afin de favoriser justement cette mobilité. Pour dormir, c'est pareil, le nourrisson, il doit se positionner aussi bien à droite qu'à gauche. Et le rôle des parents, c'est justement, comme on l'a vu, de surveiller cette position et si besoin, d'alterner la position de leur enfant quand il dort. Bien sûr, s'il y a un torticolis musculaire congénital ou postural, donc comme on l'a vu, il y a une prise en charge précoce qui doit être mise en place. Le but, c'est d'éviter ou alors de limiter l'apparition d'une DCP. Et en cas de déformation crânienne, il y a des conseils qui vont être très intéressants à donner aux parents. Alors, tout d'abord, à l'éveil. Donc, on a vu qu'une DCP, c'est le témoin d'un problème de mobilité. Donc, le conseil qui est très important à donner, c'est de stimuler la mobilité active. Toujours avec des stimulations sensorielles adaptées en fonction de l'âge de l'enfant. Ça peut être des cartes en noir et blanc, la lumière du jour, un miroir, des stimulations sonores, le visage des parents. Vraiment, ce qu'on veut, c'est favoriser la rotation cervicale active à droite et à gauche. Et après, bien sûr, s'il y a un torticolis, les parents ils vont plutôt favoriser le côté où l'enfant a le plus de mal à tourner. On va reparler d'enroulement, donc on va vraiment conseiller aux parents de favoriser cet enroulement. Donc l'enroulement, c'est vraiment le fait de venir ramener les jambes du nourrisson sur son ventre dans le but de créer un enroulement sur l'ensemble de la colonne. Ça va être recommandé en cas de torticolis, donc musculaire ou congénital, et également en cas d'hyperextension. Si on prend par exemple donc, cette image-là, on a un torticolis postural en rotation droite, donc on a le nourrisson qui a la tête tournée à droite et son corps fait une virgule à convexité droite, ce qui va être fortement prédictif si la posture est fixée d'une plagiocéphalie droite. Et ce qu'on va demander aux parents, c'est de venir stimuler la rotation gauche et quand l'enfant va avoir la tête tournée à gauche, les parents ils vont venir enrouler le bassin vers le haut et vers la droite, comme on le voit sur la photo. Ça va permettre de créer une virgule opposée, donc cette fois-ci à convexité gauche. Et le but, c'est vraiment d'étirer tout le côté gauche du corps de l'enfant pour petit à petit favoriser la rotation gauche. Et l'idéal, ça va être de répéter cet exercice plusieurs fois dans la journée pour arriver à une meilleure détente de l'enfant en rotation gauche. On va ensuite proposer du repositionnement. Donc pour installer bébé sur le côté, comme on l'a vu, on le fait bien sûr en enroulement. Donc quand le bébé est sur le dos, on vient ramener les jambes sur son ventre et on le bascule sur le côté opposé à la plagiocéphalie. Et on va demander aux parents, dans cette position, de garder un bon enroulement au niveau du bassin et plutôt de stimuler le regard du bébé vers le bas. Ce qui va être intéressant, c'est de créer vraiment cet enroulement sur l'ensemble de la colonne. Ce qu'on ne veut pas, c'est que bébé soit stimulé en arrière et qu'il du coup il parte en extension, en hyperextension. Et dans le cas d'une brachycéphalie, on va faire ce repositionnement en alternant le côté droit et le côté gauche. Toujours important d'interagir avec l'enfant, de le stimuler. Les temps d'éveil sur le ventre, ça va également être très important. Selon la tolérance du bébé,
plusieurs fois dans la journée, sur des périodes courtes. L'installation sur le ventre, comme on l'a vu, ça se fait en enroulement. À partir de la position dorsale, on vient enrouler le bébé, on le bascule sur le côté, puis sur le ventre. Et une fois sur le ventre, on va dire aux parents de bien venir positionner les bras du bébé proches du visage pour qu'il puisse prendre appui plus facilement sur ses mains, ses avant-bras pour se redresser. Et après, dans cette position, on vient stimuler la rotation cervicale active à droite ou à gauche. Et si l'enfant pose sa tête, ça va être intéressant qu'il pose sa tête du côté où il a le plus de difficultés à tourner. Et sur le ventre, c'est important aussi de dire aux parents qu'ils peuvent varier les supports. Ça peut être sur le ventre, sur le tapis d'éveil, sur la table allongée, mais ça peut aussi être sur le thorax des parents, sur les genoux des parents, ou avec une petite serviette roulée sous les bras. On va également donc rappeler de ne pas utiliser tout ce qui va être coussin anti-tête plate, cocon, balancelle. On va essayer de limiter l'utilisation du transat, car dans ces dispositifs, le bébé n'est pas libre de bouger comme il le souhaite. Pour les balades, on va privilégier, si c'est possible, le portage, donc plutôt portage en écharpe ou en porte-bébé physiologique, car il n'y a pas d'appui au niveau du crâne. Et en portage, on va conseiller aux parents, pareil, de tourner la tête de leur enfant du côté où il a le plus de difficultés à aller afin de stimuler cette rotation. Pour les balades en poussette, on va privilégier la nacelle. Dans la nacelle, le bébé peut être allongé sur le dos et il est libre de bouger. On peut éventuellement dans la nacelle conseiller de mettre un petit lange, éventuellement sous le bassin du côté de la plagiocéphalie. Ça permet de créer une légère bascule du corps à l'opposé et du coup de favoriser la rotation à l'opposé de la plagiocéphalie. Quant au cosy, on va dire aux parents de plutôt le laisser dans la voiture et de ne pas le mettre sur la poussette, car si le bébé passe trop de temps en balade dans le cosy, il n'est absolument pas libre de bouger. Pour manger, donc pour les bébés qui sont allaités, comme on l'a vu, c'est très bien parce qu'il y a une variation dans les positions, il y a une variation aussi au niveau des appuis, au niveau du crâne. Et au biberon, on va conseiller aux parents d'alterner la position. Et dans le cas d'une plagiocéphalie, on va même plutôt recommander un côté. Par exemple, si on a une plagiocéphalie gauche, on va plutôt venir positionner le bébé sur l'avant-bras gauche du parent, ce qui va à la fois favoriser la rotation droite et un appui plutôt occipital droit, donc à l'opposé du méplat. Le change, c'est pour rappeler aux parents que les temps de change, ça peut être aussi un moment propice pour explorer les positions latérales et ventrales. Donc à chaque fois qu'ils vont changer leur enfant, il faut qu'ils en profitent pour le mettre sur les côtés et sur le ventre, toujours dans l'enroulement. Pour dormir, donc que ce soit pour les siestes ou pour la nuit, donc on l'a vu, bébé est à plat sur le dos. Ça va être intéressant pour les bébés notamment qui vont s'endormir un peu seuls de proposer une stimulation visuelle à l'endormissement du côté opposé à la plagiocéphalie. Si le bébé s'endort dans les bras du parent, on va dire aux parents de venir poser bébé directement dans le lit avec la tête tournée du bon côté. Et si les parents se rendent compte que quand l'enfant dort, il a la tête du mauvais côté, on va les encourager à faire une rotation cervicale passive afin de positionner donc la tête du bébé à l'opposé de la plagiocéphalie. Et pour ce qui est de la brachycéphalie, c'est exactement les mêmes conseils qui s'appliquent, sauf qu'on va bien sûr alterner le côté droit et le côté gauche. Donc après, tous ces conseils sont bien sûr à adapter en fonction des familles et en fonction des bébés. Faut pas que ça soit vu comme une contrainte pour les parents. C'est important que les parents y gardent avant tout du plaisir à interagir avec leur enfant. Et ça va être quand même très intéressant de proposer une fiche qui récapitule l'ensemble de ces conseils. Le but, c'est que les parents ne soient pas surchargés d'informations lors de la consultation, qu'ils puissent reprendre tout ça tranquillement à la maison et qu'ils puissent donner ces conseils après, si besoin, à l'assistante maternelle, par exemple, qui pourra prendre le relais. Merci. Donc, je vais passer la parole à monsieur le docteur Motolez qui va détailler le rôle et la place et la pratique des centres de référence. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci de m'avoir tous les deux, M. Marangeli et vous, Mme Ploton, invité d'abord participer à cet ouvrage et puis pour me donner la parole ce soir. Et c'est vrai qu'il y
y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à répéter. Donc j'essaie de faire quelque chose de très court. J'ai préparé un diaporama, mais dès que vous avez vu que j'ai pris trop de bon temps, je vais me dire et je m'arrêter tout de suite. Non, c'est dysmorphie crânienne, voilà, c'est ça, oui. Vous mettez, vous voulez, oui, il faut l'ouvrir. Voilà, ce que j'aimerais bien dire est qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'il faut rappeler, même du point de vue scientifique, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop insister sur les valeurs de ces rapports crâniens, de ces mesures. Bien sûr, j'étais obligé d'être au courant de tout ça, mais j'ai fait une classification moi-même qui est très simple, qui ne donne surtout pas aux parents, au moins au départ, quel est l'index de gravité de la déformation. Ces déformations sont visibles. Donc on voit bien que l'anomalie du crâne peut être plus ou moins importante. Et donc la valeur de tout ce que nous disons aux parents, c'est quand même très important. Et donc il faut surtout nuancer ce que nos propos, parce qu'on s'adresse à une anomalie qui déforme le crâne, mais dans la majeure partie des cas, ne va pas énormément à impacter l'évolution neuropsychologique de ces enfants. Donc il faut effectivement essayer de voir, on peut voir les choses d'une façon très simple. Nous, on est ici à l'hôpital Femmes et Enfants, et c'est vrai que grâce au professeur Di Rocco, on est devenu un centre de référence des anomalies du crâne et surtout des crânosténoses. Et ça, c'est tout ce qui était mon équipe avec mes élèves, les docteurs Di Rocco, Sottemarie et Berua. Et puis maintenant à ma place, parce que depuis quelques mois, je n'exerce plus à l'hôpital Femmes et Enfants. Et donc voilà, on a fait venir de Lille le professeur Manchon, qui a découvert qu'en fait le véritable temple de la neurochirurgie pédiatrique en France était à Lyon. Alors le problème, c'est qu'en étant un centre de référence des crânosténoses et des dysmorphies crâniennes, c'est important de voir ces enfants. Mon message, il est simple. Les enfants doivent aller là où il y a des compétences. Alors bien sûr, il y a le pédiatre, il y a les parents, et puis effectivement, il y a les spécialistes qui doivent prendre en charge cette pathologie. Et nous, on a dans notre hôpital, maintenant depuis longtemps, mais depuis maintenant l'arrivée du professeur Di Rocco, c'est à peu près il y a 10 ans, nous avons effectivement un centre avec une équipe multidisciplinaire. J'étais un des premiers neurochirurgiens à travailler avec des ostéopathes. Monsieur Manangeli le sait. Malheureusement, je ne peux pas mettre ça, les ostéopathes, dans cette équipe parce qu'il y a des problèmes de type de reconnaissance de cette spécialité, et effectivement je dois ne pas le mettre, mais bien sûr les ostéopathes, à mon avis, comme les kinésithérapeutes, doivent être dans ces équipes. Alors on s'adresse à un problème qui soit une crânosténose ou une dysmorphie crânienne, et là il faut dire sévère, qui peuvent donner effectivement des anomalies à tous les niveaux. Au niveau crânien, au niveau de la colonne, au niveau de la face, au niveau respiratoire, au niveau visuel. Et en fait, lorsque nous avons travaillé avec le professeur Vital Durand sur les liens entre dysmorphie crânienne, pas crânosténose, dysmorphie crânienne et les anomalies visuelles, si vous les cherchez, vous avez que 20% de ces enfants peuvent présenter des anomalies. Alors, il faut revenir sur les choses simples. Les crânosténoses sont visibles à la naissance et sont dues à une fermeture précoce des sutures crâniennes. Ils ne vont pas s'améliorer. Donc, si vous avez un enfant qui a une crânosténose, il faut directement l'envoyer vers les spécialistes. Par contre, les distorsions du crâne qui sont dues, nous avons vu tout à l'heure, à différentes causes, peuvent s'améliorer spontanément. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a. Donc, à mon sens, il faut essayer d'assurer un diagnostic au départ précis, éliminer
la présence, et ça c'est le facteur fondamental, comme l'a dit le professeur Di Rocco, d'éliminer le diagnostic d'une craniosténose, éventuellement d'une craniophanosténose, d'éliminer, à cause de torticolis, une véritable anomalie de la charnière crânio-vertébrale. Parce que si vous avez une vraie anomalie de la charnière crânio-vertébrale, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il faut éventuellement avoir une attitude différente, parfois arriver aussi à des interventions chirurgicales pour corriger les anomalies de la charnière. Et puis assurer éventuellement dans le temps l'évolution neuropsychologique, ophtalmologique et aussi l'ORL de ces enfants. Il y a beaucoup de choses que j'ai observées et que j'ai entendues. Les dysmorphies crâniennes, ils vont se manifester plus tardivement. Ça, c'est vrai. Mais voyez, cet enfant, il est né et compte tenu qu'à la naissance, la morphologie et le crâne est tout petit, on ne voit pas les asymétries, mais il y avait déjà cette asymétrie crânienne qui était déjà présente. Et puis vous voyez qu'à l'âge de 6 mois, se confirme d'une façon réelle. Il y a éventuellement un lien familial avec ces anomalies. Vous voyez, le papa de cet enfant, il avait une plagiocéphalie de la même façon que son fils. Alors, tout cela, ça nous amène à dire, si vous avez une anomalie, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je vous rappelle ce tableau de 1600, vous voyez, les enfants, déjà en 1600, étaient traités avec des orthèses crâniennes. Alors, bien sûr, beaucoup de publications sont allées dans ce sens, de l'efficacité des casques de remodélage crânien sous la prise en charge de ces anomalies positionnelles. Et puis, effectivement, ça s'est confirmé dans la littérature, et vous voyez que lorsque vous traitez des groupes de malades, et puis vous voulez faire ce que vous voulez, qui ont eu un traitement par casque de remodélage, où un certain nombre s'améliore, au lieu qu'il y a moins d'enfants qui vont avoir une amélioration spontanée. Alors, à mon sens, et là, effectivement, vous pouvez penser ce que vous voulez, cette coordination de ce traitement doit passer forcément à un moment donné par les neurochirurgiens. Parce qu'il faut être vraiment sûr qu'on est en face d'une anomalie qui peut se corriger avec un traitement quelconque, au lieu qu'elle ne soit pas en présence d'une craniosténose, parce que dans ma carrière qui a été quand même longue, j'ai eu beaucoup d'enfants qui sont arrivés tardivement, parce que c'est une dysmorphie crânienne, au lieu que c'était une vraie craniosténose. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette chose qui, à mon avis, est importante. Et je pense que de plus en plus, il faut éviter ces traitements sauvages, c'est-à-dire fait un certain nombre de personnes qui vont effectivement gagner beaucoup d'argent en faisant des casques et en suivant ces enfants, au lieu que, par exemple, maintenant, et ça coûte beaucoup, parce que maintenant, dans notre service, un casque varie entre 1000 et 1500 euros, c'est déjà beaucoup pour revenir à un problème économique. Et je suis malheureux parce que ça pourrait être l'objet de faire reconnaître ces casques comme traitement, parce qu'il ne faut pas distinguer deux populations d'enfants, ce qui peut être traité par un casque et ce qui ne peut pas être traité. Et c'est malheureux, mais ça, il faudrait le faire. On a fait plus ou moins un consensus à l'HAS pour savoir comment on fait un diagnostic de dysmorphie crânienne ou crânosténose. À mon avis, ça aurait été beaucoup plus utile de faire reconnaître le casque comme un traitement pour ces modifications de la forme du crâne. Alors, je vous rappelle seulement qu'on a deux façons différentes d'ossification et de croissance du crâne au niveau du neurocrâne et au niveau du splanchno-crâne, et qu'il existe effectivement cette unité fonctionnelle qu'on ne connaît pas encore bien, qui est constituée par le péricrâne dans la diploïde, dans le durumère, qui effectivement vont donner origine à la croissance du crâne. Et puis vous avez la croissance différente du splanchno-crâne, qui est beaucoup plus lente et qui, effectivement, il y a un pronostic beaucoup plus réservé. Mais on sait des choses qui sont claires. Il ne faut pas non plus aller chercher d'une façon scientifique. Si vous appliquez une force au niveau du crâne, vous allez avoir une déformation. Ça, on l'a vu. Les civilisations mayas déformaient le crâne et les Navajos, effectivement, déformaient le crâne pour aplatir la fosse crânienne antérieure,
c'est-à-dire écraser les lobes frontaux. Et les lobes frontaux, c'est le comportement pour donner une agressivité aux guerriers qui n'avaient pas peur d'aller au combat. Et puis, c'est beaucoup plus simple en France. Le crâne toulousain, vous voyez cette déformation qui peut être induite. Or, si vous allez induire une déformation, ça on l'a vu parce qu'on a essayé aussi des déformations sur le crâne avec des orthèses, vous pouvez modifier le volume du crâne, mais effectivement, si vous avez une modification de la forme du crâne, vous n'allez pas modifier forcément son volume. Un autre dogme que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle est de dire que ces anomalies vont se corriger spontanément. Ça, c'est vrai pour ce qui sont les déformations crâniennes modérées. Ce n'est pas vrai quand vous avez ce qu'on a. Ce n'est pas besoin d'avoir un index du crâne pour dire que ça, c'est une déformation sévère. Donc, effectivement, poussé par mon maître, le professeur Lapra, qui était le pionnier de la neurochirurgie pédiatrique à Lyon et en France, je me suis donné à faire un traitement de ces enfants avec des casques de remodelage crânien. Et ça, effectivement, on peut dire ce qu'on veut, c'est un traitement qui est efficace. Et vous voyez qu'on peut, si on cherche dans ça, éviter que vous avez des troubles de la vision, éventuellement éviter des anomalies au niveau de la face, avec surtout des anomalies qui vont se organiser aussi au niveau de la colonne, et donc ces positionnements de la colonne qui ne sont pas tout à fait normaux. Notre Madame Paola, si j'ai compris, je n'ai pas retenu votre nom, vous a parlé d'index de déformation, c'est important, mais c'est important effectivement pour faire des comparaisons, pour voir si l'enfant s'améliore ou ne s'améliore pas, ou si vous faites des papiers scientifiques pour donner une certaine crédibilité à ce que vous faites. Alors, quand vous avez ce type de déformation, vous avez des facteurs qui peuvent éventuellement influencer le résultat final après traitement par casque, l'âge, la mobilité de l'enfant, les problèmes financiers, la disponibilité des enfants, la présence de physiothérapie et ostéopathie. Je pense qu'effectivement, si, dans mon expérience, je fais quelque chose de bon, de conseiller éventuellement à tous les parents qui avaient des enfants, qui avaient la disponibilité, d'aller en même temps chez les kinésithérapeutes et puis éventuellement chez les ostéopathes. Alors, pourquoi il y a des choses qui se passent? Et parce qu'il faut considérer que lorsque vous avez une déformation du crâne, vous avez une variation et modification de cet angle de la base du crâne, que normalement il a une valeur entre 202 degrés, mais quand vous avez une anomalie, que vous êtes à gauche ou à droite, vous avez que le rocher passe vers l'avant, donc vous avez des répercussions qui se font aussi au niveau du trou occipital. Et au niveau du trou occipital, vous avez des articulaires occipitales qui ne vont plus être symétriques. Ça qui donne un mauvais fonctionnement au niveau de positionnement au niveau du cou. Donc cet torticolis. Mais cet torticolis qui plus ou moins peut se réduire avec l'exercice de l'enfant, avec le changement de position et avec aussi l'amélioration de la morphologie crânienne. Ça sont des exemples que vous voyez d'asymétrie du crâne, vous pouvez les définir comme vous voulez, mais quand vous avez un enfant qui a ce type de morphologie crânienne, c'est un enfant qui a aussi un problème esthétique. Et ça il faut le dire. Donc c'est difficile, lorsque les parents viennent vous voir, de dire non, 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 je ne vais pas prendre en charge, je ne vais pas traiter votre enfant. Alors ça, c'est des formes brachycéphales, on l'a vu. Et ça, c'est ce qui se passe, vous voyez, lorsque les enfants sont plus grands, avec ces asymétries, avec ce positionnement mauvais du crâne et sous le cou. Et ça peut donner aussi des anomalies, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va en parler, des modifications que vous avez sur la courbe normale et de la statique rachidienne. Donc c'est pour ça que je suis quelqu'un qui a cette problème à utiliser les casques d'emblée. J'étais, je pense, le premier en France à l'avoir utilisé, parce que je l'avais reporté cette technique lorsque j'étais aux États-Unis. Et voyez, le casque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer là
où le crâne est bien formé, la poussée du cerveau, il va essayer de faire pousser le cerveau de le côté malade. Alors là, de façon historique, on avait ces prises qui étaient très embêtantes pour l'enfant, mais maintenant, on a des possibilités numériques de reconstruire le volume du crâne avec son asymétrie et refaire ces casques. Que vous avez un casque, ce qui est important, ce n'est pas le casque en soi, mais c'est les points d'appui qu'il faut établir. Et ça, à mon sens, ces points d'appui doivent être établis avec les neurochirurgiens ou avec un médecin qui connaît très très bien le sujet. Pourquoi? Parce que ce sont les points sur lesquels, effectivement, vous allez bloquer la poussée du cerveau et vous allez libérer avec le casque l'espace pour obtenir une expansion correcte du crâne. Dans mon expérience, quand vous mettez un casque sur un enfant, vous ne bloquez pas la croissance du crâne. C'est pour ça qu'après, une fois que vous avez mis en place le casque, il va falloir l'adapter à la croissance du crâne en déplaçant et en ayant ce qu'on appelle, que moi j'avais appelé le casque dynamique. Le casque dynamique est celui qui peut éventuellement prévoir en fonction de la correction du crâne le déplacement des points d'appui du casque. Donc ça, c'est des exemples. Normalement, vous voyez ce qui va se passer. Effectivement, vous avez que la symétrie est parallèle, donc vous bloquez à cet endroit-là et vous poussez dans le sens. Donc, c'est ce que vous pouvez obtenir avec une amélioration de la partie de la symétrie crânienne là où elle était présente. Et puis, vous voyez que si vous faites bien attention, ça, c'était l'aplatissement du crâne. Après traitement avec casque, vous voyez qu'ici, c'est formé effectivement une protubérance plus adaptée. Ça, c'est d'autres exemples avec des enfants qui sont jolis. Le problème aussi pour les coups de la gémellarité, vous avez que 4% des enfants ont cette asymétrie qui peut être effectivement pas tout le temps du même côté. Vous voyez, cet enfant ici, il est à droite, l'autre est plutôt à gauche. Donc, nous avons fait, bien sûr, traiter plus de 2000 enfants maintenant. Tout ça pour vous montrer que le traitement par casque, il est efficace. Donc, je vais passer vite parce que ce qui est intéressant est voir que, vous voyez, ça c'est sous diagramme le début du traitement. Vous voyez qu'ici sont les formes sévères et à la fin du traitement, la sévérité de l'enfant, là effectivement on l'a calculé avec des index crâniens pour avoir la certitude de correction et donc pour vous montrer l'efficacité du casque. Et ça c'était aussi sous la symétrie. Donc déjà sous cette pathologie, le recours à la chirurgie et les faibles mésis parce que vous avez des formes qui ne se corrigent pas et les crânes sont effectivement pas esthétique, mais il faut absolument éliminer ce qui peut être un erreur diagnostique, comme dans ces cas-là. Vous voyez, il y a une asymétrie aussi des oreilles. On peut dire que cet enfant a une dysmorphie crânienne, cet enfant a une vraie crâniosténose, et cette crâniosténose, c'est une plagiocéphalie antérieure qu'on ne voit pas, qu'on voit ici, vers votre gauche, qui nécessite un traitement chirurgical. Donc, je ne vais pas m'entretenir sur la chirurgie, c'est notre problème, ce n'est pas le vôtre. Et avec la chirurgie, on peut avoir des résultats de ce type. Un autre problème important, c'est les problèmes de torticolis. En général, sur la dysmorphie crânienne, le torticolis va être réduit avec le temps. Par contre, chez un certain nombre d'enfants, ça ne se réduit pas. Et vous voyez, cet enfant, il a été victime d'une anomalie d'emblée de diagnostic. Il avait une luxation congénitale qui est passée inaperçue et malheureusement, pour corriger ces malformations après, il faut faire seulement des interventions chirurgicales qui parfois sont vraiment très très lourdes. Donc l'important, c'est à mon sens, c'est que dès que vous avez des formes sévères, comme débuter le traitement rapidement, associé à la kinésithérapie ou à l'ostéopathie, et une fois débuté le traitement avec casque à 6 mois, maintenant je le fais volontiers à 4 mois. Et pour moi, ça veut toujours ce que j'avais dit déjà il y a longtemps. Montaigne avait dit qu'il est mieux avoir une tête bien faite et bien pleine,
mais parfois on ne peut pas avoir les deux. Donc au moins on peut se contenter d'avoir une tête bien faite. Et vous voyez que le traitement peut se continuer sans aucun problème dans l'enceinte familiale, à la condition que les parents sont bien informés et qu'ils prennent bien en charge les indications que vous donnez pour avoir de bons résultats. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au professeur Griffet, qui nous est venu de Grenoble pour nous parler du syndrome postural. Merci beaucoup. Oh non, mais c'est bon, les caméras. Donc bonjour. Oui, je suis venu de Grenoble, je suis de l'autre côté là-bas, en Isère, de Savoie. Et donc, on a changé un petit peu le topo. Donc il m'a fait travailler il n'y a pas très longtemps pour réfléchir à que faire. Alors, il y a une chanson de Johnny Hallyday, c'est que la musique, elle vient du blues, elle vient de là. Eh bien, le syndrome postural, c'est pareil, il vient de là, il vient de l'utérus. Alors, je vais peut-être contester certaines idées reçues qui sont écrites dans des livres, dans les publications, qui sont reprises et que je conteste. Ça a toujours été ma position de contester beaucoup. Donc je vais vous parler du conflit fœto-maternel. C'est donc le fœtus, dans les 3 derniers mois de la grossesse, qui va se retrouver, dans certains cas, à l'étroit. Et donc vous voyez que c'est difficile, parce que quand même, c'est le premier conflit avec sa mère. Et ça ne finit pas. Qu'après la disparition d'un des deux. Donc ma réflexion, elle se base sur 3 études, alors qui sont à prendre en considération parce qu'il y a un nombre important, mais qui ont des buts différents. Donc en les regroupant, il y a plus de 3000 nourrissons examinés, dans les 70% ou 80% des cas par moi-même, comme ça les choses sont reproductibles. Il y a une publication qui a été faite sur le dépistage, ou du moins l'examen en maternité de CHU, ça c'était en 2008, il y avait 1001 nouveau-nés, et puis dans la consultation à l'hôpital couple-enfant, où je suivais pas mal de hanches, moi j'ai récolté 1118 enfants qui venaient pour un problème de hanche, et puis là maintenant je fais les déformations du crâne, et je suis à peu près à 976 nourrissons qui viennent pour une déformation du crâne. Donc ça, ce sont des biais à la rigueur, mais on peut prendre un peu les choses. Et donc, quelques réflexions. Quand on examine à la maternité, il n'y a que 11% de syndrome postural. C'est pas assez. Dans les publications, il y en a qui disent 20-40%. Donc, ce qui veut dire que très tôt, ce syndrome postural n'est pas forcément fixé, et que donc on va passer à côté sur le diagnostic. Donc c'est pour ça que l'examen répétitif du nourrisson est important. Aussi pour ça, parce que justement, le fait de ne pas avoir sa mobilité, eh bien, il va se fixer dans la mauvaise position et on va le diagnostiquer beaucoup plus facilement avec le torticolis et la plagiocéphalie secondairement. Alors après, dans les facteurs de risque, le poids de naissance n'est pas un facteur de risque, par contre c'est la taille de naissance qui est un facteur de risque. Les prématurés et les post-termes, eh bien, dans la casuistique, il n'y en a que 12%. Donc l'hypertonie utérine. Alors l'hypertonie utérine, c'est un vaste sujet qui est limité à l'utérus, mais donc les primipares, elles ont une hypertonie utérine parce que l'utérus n'a pas été gravidique, donc il est plus tonique. Mais c'est pareil aussi pour les grandes primipares âgées, qui ont à ce moment-là un utérus plutôt fibreux. C'est le cas s'il y a une malformation, s'il y a une tumeur. Et puis après, l'oligoamnios, c'est sûr, c'est évident. La toxémie gravidique, il y a souvent des contractions. Et même si on pose bien les questions aux mamans, est-ce que vous avez eu des contractions pendant la grossesse? 5 mois, 6 mois, 7 mois.
Si elles ont des contractions, c'est qu'elles ont un utérus qui a été contracté et donc vous avez le fœtus qui a été comprimé. Donc ça rentre un peu dans les facteurs de risque, comme la MAP, vous voyez, il y en a 28%. Alors après, ce syndrome postural, c'est un vaste sujet que l'on peut essayer de découper. Lorsque le fœtus est en position céphalique, il va avoir plutôt un syndrome postural cervicocéphalique où il va y avoir donc la symétrie de position qu'on vous a montré, qui va se pérenniser avec un torticolis musculaire congénital, l'apparition d'une plagiocéphalie et la convexité du rachis qui s'appelle la scoliose du nourrisson, qui est posturale, qui n'est pas du tout une malformation ou une scoliose comme on peut le voir. Et donc là, on a une grande majorité de garçons. Vous voyez, 719 et 257 filles. Et puis, à l'opposé, vous avez la position du siège. Et donc, les orthopédistes, et là aussi l'HAS a donné des recommandations avec 3 facteurs de risque majeurs: le syndrome postural, le siège et les antécédents familiaux. Mais ce syndrome postural des orthopédistes, il est seulement sur le bassin. C'est souvent un bassin asymétrique, c'est-à-dire qu'on a une hypertonie des adducteurs d'un côté, une rétraction de l'abduction, donc une limitation d'un côté de l'abduction, et donc ça va donner un bassin asymétrique, qui fait que du côté de la hanche en adduction, cette hanche aura un mauvais développement, il aura risque de dysplasie, voire de luxation. Et donc, en fait, ceux qui ont un syndrome postural cervicocéphalique, ils n'ont pas trop de problèmes de hanche. Surtout que c'est des garçons, alors que les autres sont les filles. Donc, j'avais aussi une chose. Voilà. Et donc, vous voyez, dans l'étude, il y a 874 encéphaliques avec 5 sièges et 6 transverses. Donc, vraiment, quand on a un problème de syndrome postural avec une déformation du crâne et un torticolis, c'est le garçon qui est né à 40 semaines d'aménorrhée chez la primipare ou chez la grande multipare. Les idées fausses. Alors, pour moi, ce n'est pas un traumatisme à l'accouchement. Il y a certains traumatismes, quand on peut y avoir aussi des traumatismes au niveau de déformation du crâne avec des chevauchements, et là, il peut y avoir ce genre de choses, mais quand on a fait des études et des biopsies sur l'olive du sternocleidomastoïdien, il n'a jamais été retrouvé d'hémosidérine qui aurait pu prouver qu'il y avait un hématome. Et d'ailleurs, dans le cours de sage-femme, il y a marqué hématome du sternocleidomastoïdien pour parler du torticolis musculaire congénital. Parce que l'accouchement instrumental, qui est dit parfois aussi, même souvent, la cause, eh bien regardez, il n'y a que 17,5% de voix basse instrumentale dans les déformations du crâne. C'est exactement le même chiffre que dans la population générale. Donc je conteste ce fait de dire que c'est un traumatisme à l'accouchement, d'autant plus qu'on a utilisé forceps ou les ventouses. Donc en fait, c'est le bébé moulé, Molded Baby Syndrome. Et donc, pourquoi il y en a plus? Parce que depuis 1991, il y a la prévention de la mort inattendue du nourrisson, tout le monde le sait. Donc on les couche sur le dos, et puis soit c'est des gros dormeurs, un peu hypertoniques, qui quand ils pleurent se mettent en hyperextension et vont faire une brachycéphalie, ou des fois ceux qui sont les nouveau-nés en réanimation pendant longtemps, ou en néonatologie, et puis les autres qui ont un syndrome postural et donc une rotation préférentielle vont faire une plagiocéphalie avec le torticolis. Donc ça, je ne repasserai pas parce que c'est très important. Moi, je pense vraiment pour les indications, c'est pas que les chiffres, c'est l'examen clinique. Et cette classification, elle est pas mal. Alors après, il y a les mesures. Donc voilà les mesures. Et puis bien sûr, après, on a le diagramme selon la sévérité. C'est pareil pour la brachycéphalie et c'est pareil pour ça. Et donc, il faut faire le diagnostic du syndrome postural qui est dû au conflit fœto-maternel, pas au traumatisme de l'accouchement, dans 99% des cas, parce qu'en médecine, on ne peut pas dire toujours, comme un amour. Et donc, il faut donner les conseils, stimulation, rééducation motrice. Si tout va bien, ça va entrer dans l'ordre. Et le pire, c'est s'il reste un torticolis musculaire congénital.
et en particulier lorsqu'il y a une inclinaison. L'inclinaison, c'est très difficile à faire passer. Alors, je vais peut-être rechercher davantage des anomalies secondaires de la charnière, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on a un mal fou à les faire passer. Ils n'ont pas tous d'ailleurs une rétraction du sternocleidomastoïdien sur laquelle on pourrait agir facilement par une chirurgie. Et donc après, bon, les indications du casque, c'est en fonction de la plagiocéphalie. Alors moi j'utilise ce casque, c'est le casque de chez Chablose. J'en ai obtenu le remboursement dans la région. Donc déjà, ça permet... Ben oui, il faut me les envoyer. Alors. Non, mais j'ai obtenu effectivement le remboursement par la caisse régionale. Et donc, je vais vous montrer ça. Ce qu'on disait, c'est que voilà, en bas, en bleu, vous avez l'évolution sans casque. Et en vert, avec casque. Donc ça justifie sûrement, dans les formes sévères, de mettre un casque pour retomber au bon endroit. Par contre, dans les formes modérées, vous avez vu, ça ne change pas grand-chose. Pour l'achycéphalie, c'est pareil. Et voilà ce que ça donne. Alors, le casque que j'utilise, il a un brevet pour la fermeture. C'est-à-dire que c'est une fermeture sur un rail, donc il n'y a pas de possibilité que le casque vrille. Et puis, il est tenu par un élastique à cheveux. Donc, c'est toujours la même pression. Et on a mis des capteurs, et la pression, elle est inférieure à la pression intra-utérine. Donc, on n'appuie pas, on guide la croissance. Et puis surtout, c'est que ça permet à l'enfant de ne pas appuyer sur ces déformations. Donc voilà, le diagnostic précoce de ce syndrome postural, la rééducation neuromotrice et tous les conseils que vous avez donnés. Et de temps en temps, il faut mettre une orthèse, parce que surtout, il faut les faire jouer sur le ventre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Gianni. Merci. Donc j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie, c'est la dernière. Donc je vais vous parler de l'évolution et des conséquences des déformations crâniennes positionnelles basées sur la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous disent les études à ce sujet-là. Donc déjà, je commence toujours cette présentation par cette image parce que je trouve qu'elle est assez parlante. En fait, les conséquences qui pourraient être liées à la déformation du crâne, c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant la face émergée de l'iceberg. C'est pas ce qui va être le plus important en fait, ou du moins avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. C'est plutôt ce qui a entraîné la déformation du crâne. Donc on l'a vu, on l'a répété pas mal de fois ce soir. C'est le problème de mobilité, et c'est ça en fait qui va potentiellement entraîner des problèmes dans le développement de l'enfant. Donc on va expliquer tout ça. Donc pour la plagiocéphalie, on va différencier du coup les conséquences liées à la persistance de la déformation du crâne, donc la plagio en tant que telle, des conséquences liées à la persistance du défaut de mobilité à l'origine de la déformation, et donc on en a parlé, c'est notamment le torticolis. Donc pour ce qui est de des conséquences liées à la déformation, on va évoquer tout d'abord les conséquences esthétiques. Donc qu'est-ce que nous dit la littérature dessus? C'est qu'il y a une amélioration spontanée de la déformation avec le temps. C'est Marie-Caroline Ploton au début, sur la première diapo, qui vous a montré qu'il y avait 10% de nouveau-nés à la naissance à peu près qui avaient une plagiocéphalie, une déformation crânienne. Ça montait à 40% ensuite, et ensuite on diminuait jusqu'à 10% à l'adolescence. Donc on sait qu'il y a une amélioration spontanée avec le temps. Par contre, comme l'a dit le docteur Motolez, ça ne revient pas toujours et ça peut persister si cette déformation est modérée et d'autant plus sévère à l'enfance et à l'adolescence. Là, on a des auteurs qui nous le disent. Il y a un auteur qui a même, on va dire, qui a fait une étude qui a montré qu'il y avait des moqueries chez les enfants scolarisés avec une culpabilité des parents qu'on retrouve beaucoup en cabinet. Donc dire ça revient tout seul avec le temps, c'est au moins partiellement faux. Ça s'améliore avec le temps, mais sur une déformation sévère, ça ne revient pas tout seul avec le temps. D'où l'intérêt dans certains cas des casques comme on l'a vu. Ce qu'on peut voir, ce qui persiste, en fait, ça ne va pas être toujours le méplat postérieur, mais c'est presque plus les asymétries faciales. Donc là, je vous ai pris un exemple, une actrice connue, Shannon Doherty, qui a toutes les caractéristiques d'une plagiocéphalie droite. Alors, j'ai pas eu la chance de la voir entre les mains pour le vérifier, mais elle a vraiment elle a une avancée de l'hémiface droite, donc c'est typique d'une plagiocéphalie fronto-occipitale droite, comme on a vu au début. Donc ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Le récent Ballon d'Or, Karim Benzema, ce que les chirurgiens maxillofaciales appellent une scoliose faciale. Donc c'est
cette forme de crâne en banane avec une latérodéviation de la mandibule à droite qui est typique d'une plagiocéphalie gauche. Alors j'ai pas trouvé de photo où il regarde par terre, mais quand on le regarde, quand on le voit regarder par terre, il a clairement un méplat occipitopariétal gauche, donc une plagiocéphalie gauche, avec du coup cette répercussion faciale. D'autres exemples de séquelles esthétiques qu'on pourrait retrouver de la plagiocéphalie. Ici, des enfants qu'on peut voir au cabinet, donc 2 ans, avec plagiocéphalie gauche, donc vous voyez que cette diagonale-là est plus petite que celle-ci. Il faut savoir que sur photo, la littérature nous dit que c'est toujours moins, ça paraît moins important que ce que c'est réellement. Et c'est vrai. Là, on a une plagiocéphalie droite. Donc le méplat est ici. Et vous voyez qu'ici, on a quand même plus de volume. En plus, là, les cheveux sont épais. Donc c'est vrai que sur un crâne sans cheveux, ça se verrait d'autant plus. Là, une plagiocéphalie droite. Donc là, qui est quand même assez sévère. Vous voyez. 10 ans. Donc ça montre bien quand même, déjà la littérature nous le dit, mais cliniquement, quand on regarde bien, on voit que ça ne disparaît pas toujours. Et là, c'est un papa qui m'amenait son bébé et qui me disait, moi j'ai souffert tout mon collège pendant mon adolescence parce que j'avais une asymétrie faciale qui était vraiment très nette. Alors j'ai pas pu vous le montrer de face, mais on voit bien au niveau du front là que c'est bien avancé par rapport à ici. Vous voyez, paradoxalement, on ne voit pas tant le méplat, donc c'est une plagio droite. On ne voit pas beaucoup le méplat, mais on voit l'avancée de l'oreille droite et l'avancée du front à droite. Donc ça, de face, ça se voit vraiment, comme Shannon Doherty qu'on a vu tout à l'heure, ou Karim Benzema. Donc voilà pour l'esthétique. Au niveau ORL, alors ça va être rapide. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui avec pas une certitude, parce que les études demandent à être peaufinées, on va dire, c'est que la plagiocéphalie pourrait dans certains cas entraîner un dysfonctionnement de la trompe d'Eustache et donc favoriser les otites moyennes. On a 2 auteurs qui sont globalement d'accord là-dessus. Et au niveau maxillofacial, là on a plus de données. L'avancée de l'articulation temporomandibulaire du côté de la plagio, donc ici droite, peut entraîner une latérodéviation de la mandibule du côté opposé, comme on l'a vu chez Karim Benzema, avec du coup des troubles de l'occlusion, c'est-à-dire que les dents mandibulaires ne s'emboîtent pas correctement dans les dents maxillaires, du fait que la mandibule est sur le côté. Ça, c'est assez bien documenté. Et cet été, nous avons publié une étude avec 2 orthodontistes où on a montré qu'il y avait un besoin de traitement orthodontique significativement plus important chez les enfants qui gardent une plagiocéphalie versus groupe témoin d'enfants qui n'ont pas de plagiocéphalie. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore comme données. Donc on est très content d'avoir pu mettre ça en évidence. On peut se poser la question, il y a des auteurs qui nous parlent d'éventuellement d'autres conséquences liées à des déformations, mais là pour le coup on ne peut pas conclure parce que les études ne sont pas assez probantes. Au niveau auditif, il y a des études qui disent que oui, d'autres non. Au niveau ophtalmo, au niveau du langage, au niveau des modifications éventuelles du contenu, c'est-à-dire est-ce que le cerveau est impacté, a priori pour l'instant on peut rassurer les parents parce qu'on n'a pas de données qui nous montrent que oui, il y a des conséquences. Donc on peut être plutôt rassurant à ce niveau-là. Au niveau du défaut de mobilité, on va avoir des répercussions sur le développement et la posture. Et c'est ça qui va être le plus important, en fait, c'est ça qui est le plus étudié dans la littérature. On a une revue de la littérature d'Alexandra Martinuc en 2017. Donc la revue de la littérature, pour ceux qui ne sont pas très au fait de la méthodologie de recherche, c'est ce qui se fait de plus haut, en dessous de la méta-analyse, dans la pyramide d'épreuves. Donc c'est-à-dire que c'est une étude qui est très bien réalisée. Elle a analysé 19 articles et sur les 19, il y en a 13 qui ont montré qu'il y avait des retards possibles dans le développement psychomoteur et cognitif d'enfants qui ont une plagiocéphalie, dans les domaines de la mémoire, communication, autonomie et motricité. Donc ça, pour le coup, c'est plus vraiment discutable. Par contre, ce n'est pas la plagiocéphalie qui cause les retards, a priori, mais c'est plutôt le défaut de mobilité à l'origine de la plagiocéphalie. Donc c'est pour ça que je vous ai mis au début l'image de l'iceberg, en vous disant que c'est surtout le problème de mobilité qui peut entraîner des retards. En tout cas, encore une fois, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, cette étude nous dit qu'il faut considérer la plagiocéphalie comme un marqueur de risque élevé de retard. Pour la posture, on a une étude qui nous dit qu'il y a moins d'équilibre et une tension plus importante des muscles du dos et des membres inférieurs chez les enfants plagiocéphales versus ceux qui n'ont pas de plagiocéphalie. Et là, on peut regarder des images. Là, on a un scanner chez une fille de 7 mois qui a une plagiocéphalie droite et on voit l'inclinaison cervicale gauche et l'épaule gauche qui est bien haute. En pratique, en clinique, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Un garçon de 4 ans qui a une plagiocéphalie droite et vous voyez qu'il a son torticolis gauche qui n'a pas été traité. Il est encore en inclinaison gauche et on voit que les épaules ne sont pas à la même hauteur et que le dos n'a pas l'air d'être forcément en très bonne posture, on peut dire.
bien que ce soit que des images. Donc on n'a pas le contexte, etc. Mais voilà, au niveau posture, on peut se demander si... Là, c'est le garçon de 5 ans qu'on a vu tout à l'heure. Quand on le voit debout, alors les photos où on voit les yeux, c'est que j'ai l'accord écrit des parents pour vous les projeter. On a là encore une inclinaison cervicale gauche. Avec, pareil, vous voyez, on a quand même, là j'ai pas tracé d'axe, mais vous voyez qu'on a l'inclinaison qu'on voit bien aussi de face, avec un petit flexum du genou. Donc là, au niveau posture et au niveau mobilité, bah, on peut se demander si cet enfant est bien, ou en tout cas sera bien dans son développement par la suite. Et là, c'est un garçon de 10 ans qui a un torticolis musculaire congénital gauche qui n'a pas été bien traité, et donc il ne peut pas garder sa tête droite, il est forcément incliné à gauche. Donc ça, ce sont les cas potentiellement chirurgicaux qu'on peut avoir sur les séquelles de TMC. Donc c'est ça. Voilà. Un enfant qui est en posture en TMC petit, et ben si c'est pas traité, voilà ce que ça peut donner. Ça, c'était pour la plagio. Pour la brachie, bah, ça va aller plus vite parce qu'elle est beaucoup moins étudiée que la plagio. Donc on va voir d'abord les éventuelles conséquences esthétiques. Alors j'ai montré Karim Benzema, donc il fallait que je montre du rugby aussi. Fabien Pelous, donc ce qu'on sait de la brachie, les études montrent que ça revient mieux que la plagio. Ça c'est sûr que ça revient mieux, mais ça peut persister. Alors, on peut avoir des brachycéphales à l'âge adulte, et si vous voulez un bon exemple, bah, un terrain de rugby, ça marche plutôt bien pour ça. Ils ne sont pas tous brachycéphales, mais les rugbyman ont quand même un morphotype assez typique éventuel de brachycéphale. Donc là on le voit bien, vous voyez, il n'y a pas de saillie occipitale. Alors ça peut se voir plus tard un peu plus chez les garçons que chez les filles, en fait, en fonction des cheveux. Hein. Ceci dit, si la fille elle veut se raser les cheveux, bah, elle peut aussi, et ça se verra du coup. Au niveau maxillofacial, on a des études qui nous montrent que la brachycéphalie amène un déplacement antérieur des articulations temporomandibulaires et que du coup ça pourrait entraîner une occlusion de classe 3, c'est-à-dire que les dents mandibulaires recouvrent les dents maxillaires, alors que normalement c'est l'inverse, c'est les dents du haut qui recouvrent les dents du bas. Donc là encore, Fabien Pelous, voilà ce que ça donne, cette prognathie qui pourrait peut-être être liée à sa brachycéphalie qui a avancé ses ATM et qui a fait que du coup la mandibule vienne recouvrir le maxillaire. Là encore, la littérature nous évoque d'autres éventuelles conséquences sur la respiration, la posture, les modifications du contenu, mais on a un manque de données, donc on ne peut pas conclure et pour l'instant on ne peut pas évoquer ça. Donc si je résume ce que je viens de vous dire, différencier les conséquences liées à la forme du crâne en elle-même du défaut de mobilité, en sachant que c'est vraiment le défaut de mobilité, encore une fois, qui peut entraîner des problèmes dans le développement de l'enfant. Il y a des recherches en cours, mais il y a un manque de certitude, bien qu'il y ait des pistes intéressantes, comme on l'a vu, mais il y a encore certainement beaucoup de choses à découvrir. Avoir en tant que professionnel, quelques professionnels que nous soyons, tous avoir une attention particulière au développement global des enfants qui ont une déformation crânienne positionnelle qui persiste ou des signes de torticolis qui persistent. Et dans tous les cas, éviter d'inquiéter les parents, en tout cas ça c'est ce que je pense, donc pas les inquiéter inutilement et relativiser sur ces conséquences, parce que Karim Benzema, on ne peut pas dire qu'il soit forcément très à plaindre, ou même Shannon Doherty, même s'il y a des asymétries, voilà, c'est pas forcément très grave, donc c'est pas la peine d'inquiéter les parents je pense, mais en même temps il ne faut pas banaliser et traiter tant qu'on peut. Je vous remercie pour votre attention. Merci de votre attention. Ça nous laisse un gros quart d'heure pour des questions. Des questions ? Alors attends, tiens, je vais aller faire passer le micro dans la salle. Alors ça peut être des questions à tous les orateurs qui ont participé. Alors déjà, en attendant, je voudrais remercier chaleureusement les différents orateurs qui nous ont fait l'honneur de venir ce soir. Donc je vous remercie vraiment pour ça et aussi pour votre contribution à cet ouvrage pluridisciplinaire. Merci beaucoup.